Bonjour. J'ai un temps de parole assez court, donc je n'ai pas préparé de diapo. Je crois que j'ai 30 minutes. Il y a un peu de questions, me semble-t-il. Alors, j'ai la mission de dire quelques mots de l'éthique. Ça a déjà été le premier orateur. C'est pas simple pour moi, c'est un défi. Non pas de parler d'éthique, mais de parler d'éthique dans un temps très court. En plus, ceux qui me connaissent savent qu'il faut me couper le micro. Bon, je vais tenter quand même. Il se trouve que moi, j'ai la chance d'enseigner la philosophie et d'avoir été... on a tous des maîtres. Et moi, j'ai eu la chance, le bonheur, l'honneur d'avoir été l'assistant de Paul Ricoeur pendant ces dernières années sur un certain nombre de livres. Et comme vous le savez peut-être, Ricoeur, c'était pour moi en tant que philosophe, enfin en tant que professeur de philosophie, je suis pas philosophe, je suis professeur de philosophie, c'était le spécialiste, l'homme de l'éthique. Donc je vais essayer de m'en tenir à Ricoeur, mais comme on m'avait quand même demandé de comparer quelques écoles de l'éthique ou quelques versions, quelques définitions de l'éthique, je ferai un travail rapide sur deux notions. Celle de Ricoeur, je vais y revenir, et puis une autre qui, pour nous, soignants, familles de cérébrolésés, sommes effectivement confrontés à cette dérive possible de l'éthique. Alors, deux écoles. Une qui me semble dangereuse, qui nous arrive des États-Unis. Alors, c'est pas parce que, attention, tout de suite, parenthèse, c'est pas parce que ça vient des États-Unis que c'est mauvais. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais disons que il y a une version nord-américaine, on va dire, de l'éthique qui arrive dans le milieu hospitalier et qui est pas simple, qui est une vision qui, à mon sens, n'a rien à voir avec l'éthique, qui est une vision essentiellement économique, basée sur la rentabilité que peut procurer telle situation, tel médicament ou telle prise en charge. Le point focal de cette arrivée d'une éthique, alors moi je mets éthique avec un point d'interrogation, hein, évidemment, c'est ce qui s'est passé en 1998 à Durban, en Afrique du Sud. Alors ça vous a peut-être échappé, à ce moment-là j'étais à l'INSERM, on était sur un projet de travail de bithérapie à l'époque pour la prise en charge du sida. Et on a eu un conflit de valeurs, un conflit violent entre deux écoles, la vieille école européenne, où je me suis fait traiter de cartésien par un philosophe américain. Je lui ai dit, vous savez qui est Descartes? Il m'a dit non, mais donc j'étais quand même cartésien. Et puis une école nord-américaine qui affirmait que nous allions 20 ans plus tard avoir cette vision de l'éthique chez nous, il n'avait peut-être pas tout à fait tort, et que l'éthique se comprenait comme ce qui pensait en termes de bénéfice-risque, mais attention, pas en termes de bénéfice-risque pour la santé, la prise en charge d'un patient, etc., mais en termes économiques, basculerait du côté du créditeur. Autrement dit, serait éthique ce qui, alors c'était Peter Singer à l'époque, pas le philosophe, mais c'était un professeur de Montréal, ce qui, dans une situation donnée, proposait comme possibilité thérapeutique, on faisait deux colonnes, la colonne du crédit, la colonne du débit, et si c'était créditeur, c'était éthique, si c'était débiteur, c'était plus éthique. Et à Durban, on était donc sur la question du sida, et la question qui était posée était, est-il éthique de continuer à financer la recherche en Afrique, sachant que, évidemment, en Afrique, il y a peut-être moins d'espérance d'un retour sur investissement, qu'un certain nombre de pays ne sont pas nécessairement des démocraties, qu'un certain nombre de fonds sont parfois détournés, etc., etc. Et au final, avec une forme de naïveté assez stupéfiante, il a été décidé que le solde sur le continent africain des réponses à cette question était négatif. Parce qu'effectivement, on ne pouvait pas espérer, on ne pouvait pas être sûr, il y avait une déperdition de ceci, de cela, etc. Et donc, à Durban,
les grands laboratoires mondiaux qui s'intéressaient aux thérapies contre le sida ont décidé qu'il était donc éthique d'abandonner la prise en charge de ces patients en Afrique. On est presque 20 ans plus tard. Qu'est-ce que je vois? Pour en revenir aux EVC-EPR, pour en revenir d'une manière générale aux traumatisés crâniens. D'abord, petite parenthèse aussi, si nous avons un certain nombre, ils ne sont pas si nombreux que ça en France, de traumatisés crâniens, c'est aussi parce que la médecine a fait des bonds spectaculaires. Ils sont, d'une certaine manière, la partie inattendue des progrès de la médecine, de la réanimation, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi bien, en termes techniques, guéri, mais évidemment, il y a des dommages collatéraux, il y a des situations nouvelles. Je veux dire, parler de VCEPR il y a simplement 50 ans, ça n'aurait pas eu de sens. Je vous rappelle que la réanimation médicale, vraiment au sens fort, c'est Mollaret et Goulon, deux internes français en 1953. Donc on est déjà sorti de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça, c'est nouveau, ça va très vite et ça crée des situations nouvelles. Bref, pour en revenir aux EVC-EPR, 20 ans plus tard, 20 ans après Durban, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu arriver un certain nombre de rapports disant, et non des moindres, des rapports remis au président de la République, entre autres, finalement, 1500 ou 1700 EVC-EPR, par exemple, en France, ça coûte cher. Il y a un prix de journée. Ça va être difficile de les remettre parfois dans le milieu du travail ou dans le monde du travail. Ça, j'en parle même pas, c'est un euphémisme. Puis finalement, pour quelle espérance? Pour quel but? Et puis en plus, maintenant, s'il faut, ça je l'ai entendu, leur donner des droits nouveaux, les écouter, etc. Où va-t-on? Oui, où va-t-on? Je sais pas où on va. Peut-être vers l'éthique, tout simplement. Ou peut-être vers le maintien d'une certaine éthique, celle du vieux continent. Mais évidemment, cette vision économique d'une prise en charge, du calcul financier, j'ai pas dit qu'il fallait pas de calcul, j'ai pas dit qu'il fallait gaspiller, mais en même temps, on voit bien que cette école nord-américaine a finalement traversé l'Atlantique pour arriver chez nous. Et je me pose une question, j'ai pas la réponse. Mais au train où c'est parti, il se pourrait bien qu'un jour on puisse avoir en France des lits identifiés, une tarification particulière, une T2A par exemple. On pourrait bien imaginer qu'un jour on ait ça en France. C'est-à-dire que finalement on se mette à calculer en termes de prix de journée, en termes... Tout à l'heure, le comédien, j'ai oublié son nom, il a bien montré que c'est pas le prix de journée qui compte, c'est la longueur d'une journée. Parce que son temps à lui n'est pas nécessairement le temps de son épouse, des patients, etc. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'une lecture économique de ces problèmes, qui tend parfois à devenir forte, d'une certaine manière, pour l'éthique, est une impasse. De l'autre côté, pour moi, il y a quelqu'un, Paul Ricoeur, qui essaye de définir ce que peut être l'éthique et aussi, par opposition, ce qu'elle n'est pas. 60 ans de la vie de Ricoeur en 10 minutes, c'est un défi, mais bon, essayons. Ce que déjà n'est pas l'éthique. L'éthique n'est pas synonyme de morale, c'est-à-dire que pour l'éthique, on est bien davantage dans le questionnement que dans l'idée de bien et de mal. C'est-à-dire que l'idée de bien et de mal que pose Ricoeur, c'est bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça, appartiennent à un champ qui est celui de la morale et plus largement encore de la loi, c'est-à-dire du droit. C'est pas bien de faire ce que vous faites. Et d'ailleurs, si vous le faites, par exemple, vous pourrez être poursuivi. Ça vient après, au sens de l'importance, mais aussi au sens chronologique. Moi, j'aime la définition que donne Ricoeur de l'éthique. Il dit l'éthique surgit
vraiment comme un surgissement, au moment où la vue de l'autre, au sens quasiment physique, surgit d'un seul coup à mon regard. À partir du moment où l'autre commence à exister et à partir du moment où il se dissocie des objets ambiants dans cette pièce. Si je suis ici et puis que je ne fais que passer sans réellement d'interaction avec vous, on peut m'interviewer à la sortie. Est-ce qu'il y avait du monde? Oui, il y avait du monde. C'était plein, me semble-t-il. Il y avait qui? Là, je suis incapable de le dire. C'est-à-dire que là, je ne vous distingue pas. L'éthique va naître, au sens fort du terme, au moment où, surgissant à ma vue, individuellement, vous surgissez à ma vie. Et ce surgissement, il est toujours singulier, il est toujours unique, il est toujours un énorme point d'interrogation, et il est, dit Ricoeur, et je le comprends, immédiatement déstabilisant. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que vous faites là face à moi? Et c'est la façon, là c'est l'entrée en éthique, mais la façon dont on va répondre à cette question nous orientera ou pas vers l'éthique. Les petits scénarios qu'on a vus tout à l'heure nous ont donné plusieurs réponses à la question du surgissement. L'épouse, l'équipe en masse, peut-être l'aide-soignante, différentes personnes. La façon dont on va entrer dans la chambre, dont on va finalement se prévaloir d'un habit, l'épouse, la blouse blanche, etc., va aussi induire un comportement qui sera ou pas proche de l'éthique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le visage de l'autre, surgissant à ma vue, donc à ma vie, me posant ainsi une question, mais qu'est-ce qu'il fait là, dans son lit, ce monsieur? J'essaye d'y répondre, dit Ricoeur, autrement que par la violence, c'est-à-dire dans la recherche d'une compréhension de qui vous êtes, de ce qui vous amène là, pourquoi votre vie est ralentie, de votre façon de penser le déroulé d'une journée, de votre difficulté à répondre, de votre difficulté aussi à dialoguer, peut-être même tout simplement à entendre ma question. La façon dont je vais répondre à toutes ces énigmes, l'énigme finalement de la personne face à laquelle je me trouve, eh bien, la façon dont je vais orienter ma réponse fera que j'entre ou pas en éthique. Je peux très bien dire, par exemple, aucun intérêt. C'est un lock-in, il pense pas, le scaphandre et le papillon, je parle à voix haute devant lui, je raconte n'importe quoi, peu importe. Je peux aussi dire, de toute façon, ils sont dans le coma, ce sont des légumes, ça c'est aussi des phrases qu'on entend, ils sont plus tout à fait êtres humains, ils sont déjà un petit peu morts, etc., etc. Je suis pas sûr qu'en termes éthiques, ça soit réellement la réponse qu'attend Ricoeur. C'est-à-dire qu'on va là vers une réponse de type violente. À chaque fois que, confronté au mystère de la présence de l'autre, vous irez sur une réponse de type violente. Je sais parce que j'ai la blouse. Je sais parce que c'est bon pour lui. Je sais parce que de toute façon, il est couché et en pyjama et que moi, je suis debout et en blouse blanche. Je sais mieux que lui parce que le traitement marche et nécessairement ça marche. Je sais parce que de toute façon, c'est comme ça. Parce que mon temps à moi est un temps beaucoup plus rapide que le sien. C'est-à-dire que le temps qu'il réponde, je serais déjà parti, je serais déjà passé à autre chose. À chaque fois qu'on se comporte ainsi, on est dans la violence de l'altérité. Or, l'altérité authentique, qui fait que, avant de voir nos dissemblances, nous voyons nos ressemblances, c'est-à-dire notre commune appartenance à l'espèce humaine, ben ça, c'est véritablement le chemin que nous avons à prendre pour aller vers l'éthique. Je dirais deux mots du droit, parce que le droit reconnaît la même chose avec le statut de la personne. J'y viendrai après. Pour en revenir encore à Ricoeur, je suis en éthique si, confronté dans une chambre dans laquelle j'entre, confronté à cette présence de cette personne qui est là
allongé dans un lit, qui vient d'arriver, dont je ne connais rien, dont je ne sais même peut-être pas l'identité ou je ne sais pas ce qui a précédé cet accident, etc. Je suis en éthique, je suis sur le chemin de l'éthique, je suis en mouvement vers l'éthique si à chaque fois que le regardant, je le considère comme un autre moi-même, sans parti pris, sans préjugés. Il n'y a pas de préjugés dans l'éthique. En disant, il est là, ok. Dans une situation difficile, bien moins bonne que la mienne, d'accord. Sauf que, même s'il ne parle pas, même s'il est dans un coma, tout ce que vous voulez, même si c'est un hémiplégique, un double hémi, un tétra, tout ce que vous voulez, n'empêche qu'en valeur absolue, il est mon égal. Ni plus, ni moins. C'est-à-dire que l'éthique que veut déployer Paul Ricoeur n'est possible que sur une lecture de l'altérité qui fait qu'entre individus, je dis même pas homme-femme, c'est entre êtres humains, c'est parce que le clivage homme-femme est déjà un clivage, entre êtres humains, il n'y a aucune différence en valeur absolue. Il n'y a de reconnaissance possible de l'altérité, c'est-à-dire de cheminement vers l'éthique, qu'à cette unique condition que vous acceptiez, que nous acceptions, c'est un travail collectif, que entre le riche, le pauvre, celui qui peut courir, marcher, l'homme, la femme, le puissant, le faible, tout ce que vous voulez, il n'y ait aucune différence en valeur absolue. Ils sont, elles sont, nous sommes des êtres humains. Et l'éthique que propose Ricoeur est une éthique du cheminement vers cette forme d'altérité. C'est-à-dire, et c'est très concret, hein, je n'ai pas forcément le temps de déployer, mais l'éthique que propose Ricoeur est une éthique concrète, à savoir que qu'est-ce que je fais concrètement quand, entrant dans une chambre avec ma blouse blanche, je suis confronté à quelqu'un qui ne peut pas, qui ne peut plus, qui peut-être ne pourra jamais plus parler. C'est extrêmement facile, même à l'individu qui est le plus conscient de ce que doit être l'éthique, d'être ou de basculer dans une réponse violente. Pourquoi ? Parce que je peux parler à sa place. Pourquoi ? Parce qu'il va mettre 2 heures à faire une phrase et que j'ai pas le temps. Le staff est déjà sorti, puis j'en ai d'autres, etc. C'est-à-dire que très vite, on a, si on y prend garde, une tentation qui est celle, par la force de l'habitude, par l'usure, par la répétition des gestes, qui est extrêmement violente et qui devient donc maltraitante. La maltraitance, évidemment, qui est anti-éthique, qui est une forme de non-reconnaissance de l'altérité, il ne faut pas la chercher dans les couloirs en espérant trouver un soignant avec un gourdin qui s'apprête à frapper un patient. Bon, j'espère que ça n'arrive jamais. Je ne peux pas le garantir à 100%. Mais ça, c'est vraiment une forme préhistorique de violence et de maltraitance. Par contre, la maltraitance dans un EHPAD, par exemple, c'est lorsque on sait que les personnes âgées ont un sommeil fractionné, souvent qu'elles se rendorment au petit matin, et qu'à 6 heures du matin, on allume le néon de la chambre en entrant, en disant thermomètre. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire tout le relevé des thermomètres pour le médecin qui passera à 9 heures du matin. Si vous faites ça une fois, bon, vous le réveillez. Si vous faites ça 5 jours, 6 jours, 7 jours, multiplié par le nombre de semaines, vous le privez à chaque fois d'une forme de sommeil qui est une forme de maltraitance, qui est une violence absolue, qui est une non-reconnaissance de son altérité. Donc, ce qui est évident, c'est que vous êtes tous des professionnels, nous sommes tous probablement des professionnels de la santé, à des degrés divers. En permanence, nous franchissons la ligne de l'inacceptable. Parce que force de l'habitude, manque de personnel, usure, on a tous de bonnes raisons, fatigue, accumulation de problèmes, etc., etc. Plus ces problèmes perso. Bon, on a tous de bonnes raisons de basculer dans la violence. Ce que nous rappelle Ricoeur en permanence entre toi et moi, il n'y a aucune différence. Bon, je pourrais même dire, si j'osais un mot qui est galvaudé, mais je vais l'oser quand même, ceux qui me connaissent savent que je l'utilise fréquemment, c'est que si, en termes d'altérité, nous sommes assis à la même hauteur, c'est pour ça qu'un hémicycle, c'est pas bon, la collégialité ne peut être que horizontale.
En valeur absolue, il n'y a pas ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Bon, nous sommes tous, en valeur absolue, égaux. Qu'est-ce que ça veut dire en termes génétiques égaux? Ça veut dire que nous sommes, si on prend la filiation, sur le même rang. Nous avons effectivement avant nous des parents, et puis nous avons aussi, pour un certain nombre d'entre nous, des enfants. Si vous avez le même rang de filiation, vous avez donc des frères, des sœurs, c'est-à-dire vraiment le même rang de filiation. Moi, je pense que l'éthique que nous propose Ricoeur est une éthique au sens fort, au sens plein, au sens noble de la fraternité. C'est-à-dire que elle n'a rien de politique, ça peut le devenir au sens noble du terme, ça, en tout cas ça n'a rien de politicien, mais c'est vraiment une éthique, voilà, de la fraternité. Je te reconnais comme mon frère ou ma sœur en humanité. Et je ne devrais même pas dire comme mon frère ou ma sœur en humanité, c'est déjà clivant. Comme un être humain qui partage le même destin que moi. Alors, le droit a trouvé un mot pour cette fraternité, pour essayer de dire un petit peu cette chose-là en termes juridiques, c'est le statut de la personne. Bon, une personne en droit, c'est bien une entité, je ne sais pas comment il faut l'appeler, parce que c'est plus qu'un corps, c'est une entité qui jouit d'un certain nombre de droits, qu'elle soit riche, qu'elle soit amputée des deux jambes, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Et d'une certaine manière, le droit, dans le statut de la personne, dans la reconnaissance du statut de la personne, a prolongé cette réflexion sur l'éthique, en disant, attention, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils ne peuvent plus s'exprimer que tout, pour autant, est permis. Bon, ceci dit, on est bien d'accord pour reconnaître que dans le quotidien de nos actions, cette dimension du mystère, de l'altérité, de la relation à l'autre est une dimension complexe. Et c'est la raison pour laquelle Paul Ricoeur dit « Lorsque nous entrons en éthique, c'est-à-dire lorsque j'accepte la question de l'énigme de ta présence et que je me dis je vais en faire quelque chose, pour autant, c'est pas gagné. Pour autant, la réponse n'est pas de type yaka. Il y a un problème, yaka. Hein, ça, c'est confié à une autre structure qui est la morale. Mais le cheminement que propose l'éthique, c'est justement un cheminement. C'est-à-dire que c'est pas simple, c'est pas gagné. Je vais le faire une semaine. Je suis aide-soignante avec mon binôme, je vais soigner ce monsieur, et puis parfois ça prend plus de temps que prévu. Et puis il y en a d'autres. Et puis on prend du retard. Et tous les jours on prend un peu plus de retard. Il y a une usure, il y a une répétition, il y a une non-reconnaissance, il y a une non-valorisation, il y a une souffrance à vouloir faire vivre l'éthique, parce que c'est pas toujours reconnu à sa juste valeur, c'est pas forcément gratifiant. Parfois même, ça vous expose à des prises de position ou à des attitudes qui sont mal comprises. C'est la raison pour laquelle, avec Ricoeur, il faut penser l'éthique comme un cheminement, en se disant toujours quelle est la limite, jusqu'où ne pas aller trop loin. D'accord, il, elle est là. J'essaye d'éviter de basculer dans la violence, mais en même temps, dans ma décision, puisqu'il ne peut plus, puisqu'elle ne peut plus s'exprimer. Je pense que c'est bon pour lui. Mais évidemment, je ne peux pas me substituer à quelqu'un. D'abord, ça serait une erreur, puis en même, ça serait une faute. On n'a pas à se substituer aux personnes. Mais comment, finalement, essayer de protéger quelqu'un dont on ne connaît parfois rien, avec lequel on n'a jamais eu de discussion au sens vocabulaire du terme, parce que les discussions, vous le savez bien, sont possibles autrement, en explorant d'autres pistes, d'autres voies qu'on a sous-estimées, en particulier dans notre culture, qu'on a mises en avant dans d'autres cultures, en particulier africaines, c'est-à-dire le toucher d'autres formes d'approche ou de langage, même si au sens linguistique, c'est pas forcément un langage. Mais en tout cas, comment faire pour en permanence être vraiment sensible à la question que me pose, à l'énigme de la présence de l'autre. Voilà. Alors, moi, j'ai pas de
réponse forcément au cas par cas. Si on avait des exemples, je pourrais vous en donner. Enfin, je pourrais dire voilà, ça c'est éthique, ça c'est pas éthique, au regard de ce que propose Ricoeur. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un cheminement. Faut dialoguer, faut débattre pour essayer d'échapper au terrorisme de la norme et de la sanction. Parce que c'est vrai que la morale, et Ricoeur dit aussi qu'elle est un moment important après, elle est très vite associée au moralisme. Finalement, quel intérêt? Il n'y a qu'à supprimer. Pourquoi prendre en charge? Combien ça va coûter? Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on entre petit à petit dans un terrorisme de la norme, dans une sous-évaluation de la personne, dans une surévaluation progressive de tout ce qui l'entoure, de tout ce qui l'habille, mais aussi de tout ce qui masque l'individu authentique. J'ai encore 5 minutes, je pense. Ok. Je suis tellement obsédé par le temps que je vais réussir à finir avant. Alors, tiens, la question du temps, entre parenthèses. Tout à l'heure, le petit intermède là, l'a bien montré. Ça m'a frappé aussi. Le rapport au temps du patient n'est pas notre rapport au temps. Et ça, en termes d'énigme, c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer. Ils sont ralentis. Ils sont dans une perte de repères parfois spatio-temporelle. Vivre 7 jours sur 7 dans une pièce... c'est oublier si on est lundi ou si on est mercredi. Parfois aussi, je l'ai vu, on ne veut pas qu'il y ait trop de lumière. Et donc finalement, les stores, ils sont tellement occultants que parfois, on ne sait plus trop si on est le matin, l'après-midi ou la nuit. Vouloir bien faire, parfois aussi, c'est aussi possiblement mal faire. C'est-à-dire que pour une personne comme ça, qui est accidentée de la vie, qui est allongée, qui est réduite, qui est ralentie, non seulement ses mouvements, évidemment, sont ralentis, mais tout son système parfois de pensée, toutes ses facultés, ce qui fait que nous qui sommes dans un temps accéléré, face à quelqu'un qui est ralenti, on trouve une dichotomie totale. Je vous demande aussi de vous souvenir en permanence que dans l'imaginaire du grand public, un bon soignant, c'est nécessairement un soignant qui va vite. C'est nécessairement un soignant qui court. Vous avez forcément regardé la série Urgence, alors forcément pour Georges Clooney, à l'époque où il était encore dans la série, mais si vous avez regardé la série Urgence, qui est quand même un décalque de ce qu'on pense être la médecine, vous pouvez retrouver ça sur Internet, c'était des équipes. Alors là, en plus, on voyait même plus le patient, tellement il y avait d'équipes. Alors là, c'est incroyable, la prise en charge technique. Il y avait des scopes partout. Parce qu'un bon soignant, un bon soin, c'est un soin technique dans l'imaginaire. Et en même temps, ça court nécessairement tout le temps. Et donc, vous devez courir. Alors, je dis pas que c'est pas vrai, parce qu'en plus, restrictions de personnel, etc., etc. Bon, ça aussi, c'est un autre problème. Mais bref, vous courez tout le temps. Vous allez de plus en plus vite, alors même que, finalement, le patient, il vous voit passer, au sens propre, comme on regarde passer un train. C'est-à-dire que lui, il est ralenti là où nous sommes obligés d'accélérer. Ça aussi, c'est un vrai problème. Je reviens à une idée qui est la mienne. Je vais plus loin que Ricoeur. Ricoeur est mort en 2005 pour dire, de mon expérience médicale, que pour moi, un bon soignant, c'est nécessairement un soignant qui va lentement. Éloge de la lenteur. Alors, bien sûr, il y a toujours un doigt qui se lève pour me dire « Monsieur, mais l'urgence vitale ». Bah oui, d'accord, on est d'accord. L'urgence vitale, c'est sûr que si quelqu'un doit être choqué, que d'abord vous lui prenez la main pendant 10 minutes, etc., ce sera plus la peine de le choquer après. On est bien d'accord. Mais ça, c'est une toute petite partie du soin. L'urgence vitale, allez vite, d'accord. Mais pour le reste du soin, qu'est-ce que ça veut dire que aller vite? Quelle est la signification du aller vite? Alors même que l'examen clinique, je suis un disciple d'Hippocrate, nous dit ça se fait au chevet du patient. Oui, il faut prendre son temps, il faut l'interviewer, il faut l'écouter. Et il faut utiliser tous les sens, le regard déjà, l'écoute, le toucher, le deviner, essayer de traduire en termes objectifs la plainte subjective qui est la sienne. C'est-à-dire que ça, c'est un exercice finalement poétique. Nous demandons, enfin en tout cas moi je demande, si on veut avoir un comportement éthique, je demande à ce que les soignants
est un comportement poétique. On peut être poète et soignant. Qu'est-ce que ça veut dire que la poésie ? C'est aussi de redonner de la couleur, c'est aussi de redonner de l'espoir, c'est aussi de redonner de la musique, c'est aussi de redonner des petits plaisirs, c'est aussi vouloir mettre du rythme dans une traduction et faire en sorte que la traduction ne soit pas uniquement le bon mot à la bonne place, la bonne case bien cochée. Nous avions dans le temps des surveillants, maintenant ils ont été remplacés par des cadres. Il y en a forcément parmi vous. J'aime bien vous titiller. Mais la vocation d'un cadre, bien souvent, c'est, hélas, de remplir des cases, d'encocher, d'encaser, etc., etc. Et quelquefois, quand je vais pas loin d'ici, à Oscar-Lambray, où j'ai travaillé comme oncologue, et quand je vais voir des infirmières que j'ai connues à l'époque, j'en vois une en particulier qui est devenue cadre maintenant. Elle était submergée de papier. Je suis passé le matin, je suis repassé en fin de journée. Elle est passée sa journée. Je lui dis mais qu'est-ce que vous faites ? Elle me dit, voilà, je fais, il y a des IPAX, il y a des ceci, il y a des suivis de ceci ou cela. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais moi, faut que ça soit remonté avant ce soir. Un IPAX qui est en soins palliatifs, on pèse les gens jusqu'au dernier moment de leur vie. Quel intérêt ? Parfois même on les met debout pour pouvoir les poser. En tout cas, il faut remonter. Société normée, société normative, société de la traduction automatisée. Remettez un peu de poésie, remettez un peu de saveur, un peu d'odeur, un peu de musique, et pas que au sens symbolique, au sens fort aussi. Mettez en fait de la vie. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec notre blessé là-bas tout à l'heure de la vie. On en a marre aussi, je pense, en tant que patient, d'être regardé comme un cas. Comme j'en sais rien moi, un Guillain-Barré, une SLA, un Charcot, tout ce que vous voulez. On veut être regardé pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres humains. On veut avoir aussi la possibilité de s'énerver, de crier, de pas être de bonne humeur. On voudrait être ailleurs, on voudrait s'échapper. Alors de son corps, bien évidemment, c'est le scaphandre et le papillon, mais en même temps, dans le scaphandre et le papillon, il le dit très bien. Cessez de me prendre uniquement pour un objet de foire, ou cessez aussi cette forme de pitié qui n'est pas de l'éthique. On ne demande pas d'avoir pitié des gens, on demande juste d'être considérés, nous, patients allongés, incapables, comme des êtres humains à part entière. Comme vous, comme nous, sauf que nous, notre vie est simplement ralentie. Bon, le fait qu'elle soit ralentie n'est pas en soi un défaut. Il me faut conclure, je crois. Comment je conclurai ? Je conclurai en disant tout le bien que je pense. Alors je suis un homme politique, on pourrait dire non, je suis pas un homme politique. Tout le bien que je pense de ce que vous faites. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que en plus vous vous questionnez sur le sens. Donc ça c'est bien. Le pire, disait aussi Ricoeur, le degré le plus bas de la violence à l'encontre de l'humanité, c'est une violence d'indifférence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Paul Ricoeur, qui habitait en banlieue, prend le RER, il descend, il est à Châtenay-Malabry, et dit tiens, il y a quelque chose de changé. Il regarde, il dit non, c'est pas la peinture du métro qui est changée, le distributeur de boissons est toujours là, et en fait, il se rend compte que c'est le clochard habituel qui n'est plus là. C'est-à-dire que quand le clochard finit par faire partie des meubles, c'est-à-dire que finalement, quand il rentre, quand il perd d'une certaine manière sa qualité d'être humain pour faire partie des meubles, là on a atteint le degré le plus bas d'humanité entre lui et moi. Je ne le reconnais plus pour ce qu'il est. Donc le fait que vous soyez là, moi, ça me réjouit un matin pour vous questionner sur le sens. La deuxième chose, c'est on peut être un bon soignant technique, parce que la technique, on en a besoin aussi, c'est pour moi qui vais dire le contraire, mais en même temps en étant profondément ancré dans une démarche éthique. D'ailleurs, Hippocrate, mon maître, l'a dit, le soin, c'est essentiellement, il est le premier à l'avoir dit, c'est d'abord un art de l'accompagnement. Et accompagner au sens étymologique, c'est marcher avec. C'est marcher avec, c'est main dans la main. Et on peut comprendre ce que dit Hippocrate par cette image, quand vous arrivez sur le grand boulevard, il y a beaucoup de voitures, et puis il y a une personne âgée, malvoyante, qui attend pour traverser. Vous pouvez dire, tiens, j'attends, je vais m'asseoir, je vais attendre qu'elle soit écrasée, comme ça sera drôle. C'est pas forcément éthique.
Puis vous pouvez aller vers cette personne en disant « Est-ce que je peux vous aider à traverser ?» Elle va dire « Oui, mais vous savez, je suis ralenti. » Pas de problème, moi j'ai la vue, donc je regarde à droite, je regarde à gauche, puis je vous prends la main. Et prendre la main, c'est-à-dire accompagner, c'est pas je te fais courir pour traverser. Pas la peine de le faire courir puis qu'il fasse un arrêt cardiaque au bout. C'est pas non plus marcher forcément à son rythme pour se faire écraser tous les deux. C'est essayer de trouver le bon pas, d'un pas commun pour que, ensemble, on puisse traverser un moment difficile. Donc l'éthique, ça n'est rien d'autre que ça. Un accompagnement basé sur le fait que je te reconnais comme mon compagnon d'espèce, mon frère en humanité, ma sœur en humanité, même si tu es vieux, même si tu es invalide, même si tu es différent, et je te fais traverser. Et au bout, je te lâche la main, c'est-à-dire que je te rends, si c'est possible, à ton autonomie. C'est-à-dire que jusqu'au bout, je te considérais comme un être humain, absolument comme mon semblable. Bon, encore deux petites choses, avec 3 minutes. Encore deux petites choses. J'en viens à la poésie et j'en viens sur aussi un autre mot que je n'ai pas prononcé. L'éthique que propose Ricoeur, c'est une éthique de la mise à nu. Qu'est-ce que ça veut dire, éthique de la mise à nu? Pas forcément au sens physique. Je ne fais pas l'apologie du naturisme, mais d'une autre forme du naturisme, qui consiste à dire enlevez tous les maquillages que vous avez, enlevez tout ce qui vous donne une importance autre que simplement le simple fait d'être un être humain qui est déjà énorme. Donc, ne considérez pas cet homme pour ce qu'il est, c'est-à-dire un clochard, alcoolique, sans intérêt, ou lui, au contraire, comme une personnalité de premier plan qu'il faut soigner. Toutes nos valeurs religieuses, philosophiques, nos langues, nos cultures, nos identités, notre couleur de peau, oui, bien sûr, ça existe, mais ça n'est qu'un vernis, ça n'est qu'un habillage, ça n'est qu'un plus, et en tout cas surtout pas un moins, à partir d'une seule et même catégorie qui est celle de la catégorie d'être humain. Le patient que je soigne, que vous soignez, demain, vous pourriez être à sa place. Imaginez un jeu de rôle. Michel Foucault l'avait fait en Suisse avec des fous, dans les années 50, en essayant de faire en sorte, il y a un fameux carnaval où les médecins prennent la place du fou et où les fous prennent la place du médecin. C'est extrêmement pertinent, ou voire impertinent. Imaginez que la personne que vous soignez, ça pourrait être vous demain. Mais ça pourrait être elle aussi qui est à notre place. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on soit dans cet échange. J'en viens, et je termine vraiment là-dessus, en 1 minute. J'en viens à la poésie. C'était pas prévu, mais bon, pourquoi pas. J'en ai parlé tout à l'heure, c'était pas prévu que j'en parle. C'est quoi un bon soignant? Je l'ai dit, pour moi, c'est un vrai poète. Et un poète, c'est quelqu'un qui fait pas de traduction automatique. La traduction automatique, c'est facile. Vous faites une batterie d'examens paracliniques, le patient n'a même pas posé la question, on a déjà la réponse. Par contre, je suis pas sûr qu'on ait la réponse à la bonne question. Il va peut-être vous dire son mal-être, vous allez lui répondre « Ah, vous avez une glycémie qui est pas bonne. Donc, vous avez, je sais pas, de l'hypertension, tout ce que vous voulez. » Je dis pas que c'est faux, mais en même temps, c'est pas forcément la question qu'il avait posée. Un bon soignant, c'est un poète. Et je donne un seul exemple, qui est un exemple tiré de la littérature portugaise. Je suis désolé, j'aime la littérature portugaise. Avec mon nom, je ne suis pas portugais, mais pour autant, j'aime la littérature portugaise. Et c'est Pessoa. D'ailleurs, le nom veut dire la personne, ce qui est quand même assez intéressant. Et quand vous lisez Pessoa, il y a 2 façons de lire Pessoa. Soit vous allez chercher une traduction, elles sont bonnes. C'est-à-dire qu'on est allé chercher, on a fait une lecture vraiment scientifique, rigoureuse, mot à mot, c'est parfait. On va même rechercher parfois un mot qu'on n'utilise plus, etc. En termes de certification, en termes de V 2003, 2004, etc., c'est parfait. En termes d'IPAX, c'est parfait. Mais qu'est-ce que c'est froid? Qu'est-ce que c'est ennuyant? Qu'est-ce que c'est finalement déshabité? Et puis vous avez Pessoa, le vrai. C'est le vrai, c'est le marcheur dans les rues de Lisbonne. Et si vous allez d'abord marcher à Lisbonne, avant de lire Pessoa, vous verrez que Lisbonne, ce sont des odeurs. De la morue séchée, bacalao. Vous aurez la lumière sur le Tage. Vous aurez des bruits de l'Alfama en fin de journée. Et quand vous aurez tous ces bruits,
quand vous aurez toutes ces odeurs, qui constituent aussi l'histoire des patients que nous soignons, mais aussi que potentiellement nous sommes, là, nous pourrons peut-être avoir la prétention de traduire, c'est-à-dire de soigner. Tous ces petits riens qui font un tout, ça, pour moi, c'est véritablement l'éthique. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut être en blouse blanche. Il ne manquerait plus qu'en plus on soit incompétent, techniquement. Bien sûr, il faut être au top de la technique. Mais ça, c'est un passage obligé. Ce n'est pas une fin en soi. Pour moi, la fin en soi éthique, elle est là. C'est-à-dire être capable de reconnaître tous ces petits riens qui, mis bout à bout, font l'essence d'une vie. Et donc voilà, Ricoeur, la reconnaissance de l'altérité, nous sommes égaux, personne n'a plus ou moins de valeur, surtout pas celui qui est allongé et qui ne peut plus parler. Et puis, nous devons faire un énorme travail sur nous-mêmes, qui est un travail d'appropriation de la poésie. Merci beaucoup.